elle en avait fait un refuge. Et donc, elle est en train de se rendre compte qu'elle est en train de mourir, mais elle meurt de sa gentillesse. C'est-à-dire qu'elle a été écrasée par une ordure, mais là, elle est écrasée par un gentil. Et il est en train de l'asphyxier. Il est constamment autour d'elle, ma chérie. Il en a fait une icône, parce qu'elle a relativement beaucoup de culture, lui, il en a beaucoup moins. Mais elle me dit, mais je m'ennuie, mais comme je ne me suis jamais ennuyée. Ben, il ne faut pas qu'elle reste avec. Oui, mais Le bonheur, là, après, ben, il n'y a jamais eu de bonheur. Non, mais Il y a eu du réconfort. Ah, le réconfort, non. Il y a eu du réconfort. C'est-à-dire, elle ne comprend pas que l'amour est un volcan. Enfin, lui ne comprend pas que l'amour est un volcan, une fracture. Elle lui dit, mais pourquoi tu m'aimes? Il lui répond, oh ben, je suis bien avec toi. C'est ce qui veut rien dire. Qu'est-ce qu'il faudrait répondre? Bah, dans amour, il y a la racine indo-européenne, ham, qui veut dire grandir, fertiliser, sortir, fracturer. C'est-à-dire que si j'aime l'autre, c'est le feu, c'est la révolution. Marx dit, il n'y a pas d'amour, l'amour est révolutionnaire ou il n'est rien. Si on est bien ensemble et puis qu'on se fait des câlins, on va faire les courses, on va voir des bébés, on va voir un chien, un chat, on prépare les vacances, c'est la mort du capital, c'est pas l'amour. Donc elle est en train de mourir, elle s'en rend compte. Mais est-ce que c'est pas à la fois la mort du capital et la vie qui essaie d'aller au-delà en fait? C'est-à-dire que ça peut pas être que l'aliénation, c'est-à-dire que l'aliénation c'est consubstantiel à la vie humaine qui essaie de se retrouver en fait. Oui. Donc, parce que vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, c'est à la fois l'aliénation dans votre couple et l'antithèse. Tant qu'il n'y a pas eu la révolution, on est tous dans l'aliénation. Après, il y a des seuils différents. Mais tant qu'il n'y a pas eu la révolution, on est médiocre, on est mesquin, on est hétérogène, on n'a pas résolu notre histoire, on est des pitoyabilités circulantes. Mais il y a deux manières d'être une pitoyabilité circulante. Il y a la manière où j'en suis conscient et où je fais projection, avancement et dépassement. Puis il y a la manière où je nie. Et où je dis non, tout va bien, tout va bien. Donc le problème, il est là. Mais le gros problème de l'amour et des couples, c'est que la plupart du temps, ce sont deux solitudes qui s'agrègent. Alors que pour que le couple, entre guillemets, ait une projection radicale, il faut que ce soit deux fertilités qui se rencontrent. Alors fertilité, ça ne veut pas dire qu'on est génial, on ne peut pas être génial dans ce monde-là. Mais ça veut dire qu'il y a au moins une vraie richesse en mouvement. Si je vais avec quelqu'un simplement pour ne pas être tout seul, ça ne durera pas et ça finira de toute manière dans le néant de la misère fétichiste du capital. Non mais justement parce que il y avait une vidéo où vous parliez de la séduction et du fait que la vraie rencontre amoureuse c'est le contenu à forte présence qui rencontre la présence à fort contenu, voilà. Mais les gens ils saisissent pas en fait. Ce que ça veut dire. C'est ça le problème. L'émerveillement parce que l'autre est richesse d'histoire. Il est porteur d'érotisme, de culture, d'affection, d'émotion. L'autre, quand je le rencontre, c'est une gigantesque fracture incendiaire. Donc en gros, le conflit, le désaccord, le conflit, la franchise, etc., c'est bon pour l'amour. Ah bah oui, mais le problème c'est que moi j'ai 50% des couples où on va avoir le dialogue philosophique de rupture, de fracture, ils vont se retrouver. Puis il y en a où ils ne vont pas se retrouver, parce que les cas, finalement, ils se regardent, ils se disent, mais on n'a rien à faire ensemble. Et la soumission ancestrale des femmes par rapport aux hommes, et le fait que finalement, dans leur couple, elles étaient là à servir l'homme, etc. Je parle d'il y a longtemps, ou bien dans d'autres cultures un peu plus traditionnalistes, c'est aussi aliéné, quoi. C'est pas, même si ça a toujours existé depuis la société, comment on appelle ça, Chris, la communauté de l'être. Est-ce qu'il y a un... Déjà, il y a des continents différents, parce que on parlait de Jeanne d'Arc tout à l'heure, la femme médiévale européenne, elle est tout sauf soumise. Oui, mais la femme médiévale africaine, par exemple, la femme médiévale asiatique, moi je trouve que c'est un peu plus une communauté de l'être, on est moins dans la voie, mais pourtant les femmes servent les hommes. Exactement, il n'y a pas ça en Europe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pourtant c'est une forme de communauté de l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas une communauté, c'est une collectivité.
C'est-à-dire que quand la communauté de lettres s'est dissoute, elle a créé des communautés décomposées en Europe, mais elle a créé des collectivités aliénatoires en Asie. C'est-à-dire que la femme asiatique, à partir du moment où émergent les premières sociétés, elle est déjà une servante. Oui, c'est ça. Alors qu'en Europe médiévale, il n'y a pas de ça. En Europe médiévale, vous avez des dizaines d'abbayes qui sont gérées par des mères abbesses. Jeanne d'Arc a une armée. C'est inimaginable en Asie. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité européenne. C'est une forme de la communauté de l'être ou c'est pas une communauté? À partir du moment où la société se met en marche, il n'y a plus d'être. Donc c'est une collectivité, c'est agrégus. Là, par exemple, vous prenez une famille malienne. On va mettre une cuvette au milieu de la pièce. Tout le monde va manioquer. Tout le monde va manger avec sa main. C'est une fraternité collective. Ils ont gardé des formes archaïques, mais complètement aliénatoires. Il n'y a rien de subversif. Et la femme est complètement soumise. D'ailleurs, toutes les Maliennes sont excisées. Oui. Donc, c'est pas le capital, c'est l'horreur, parce que l'individu est complètement projeté dans une solitude solipsiste. Et les formes archaïques qu'on retrouve en Afrique ou en Orient sont plus solidaires. Le vieux va jamais mourir tout seul. On va s'occuper de lui. Mais dans un terrain complètement aliénatoire. Il n'y a rien de radical. Et encore, ça commence à changer, hein, parce qu'il n'y a rien de plus volcanique dans l'aliénation que un décès au Maghreb. Parce que là, c'est l'héritage, et donc les lois maghrébines sont vraiment spéciales. Donc c'est un peu un hospice en mouvement dans la famille, quoi. C'est un peu le plus fort qui gagne, c'est le plus malade. Au Maroc, c'est ça, hein. Ça fait des meurtres par dizaines et tout d'ange. Un mort dans une famille maghrébine, ça peut détruire une lignée. Mais Marx, il en parle un peu du continent asiatique. Ça va durer longtemps, je pense, mais c'est pas grave. Non, mais. Excusez-moi. Mais donc, on va la fenêtre un peu. T'allais dire quoi sur Marx? Non, je demandais si Marx il avait développé des. Il a répondu à toutes vos questions. Ouais. Alors, il n'a pas répondu à toutes vos questions parce que c'est un magicien, mais d'un point de vue méthodologique, il a ouvert le champ infini de tous les universaux possibles. Donc, il répond c'est quoi l'Afrique, c'est quoi l'Asie, qu'est-ce qui fait qu'il y a des différences avec l'Europe, pourquoi la révolution là. Il a répondu à tout ça parce que justement, il a cadré la matrice. Oui, mais ça, en fait, c'est incompréhensible pour beaucoup de gens, parce que en fait, dans le rapport narcissique d'aujourd'hui, les gens, si vous n'êtes pas allé sur le terrain, comme ils disent, entre guillemets, eh ben, vous n'avez pas le droit de parler d'autres continents. Donc, on dit, Marx, il n'est jamais allé en Afrique, et donc, ce qui sur l'Afrique, c'est européocentré et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre quand on sort ce genre d'argument, quoi? En fait, c'est un peu ça parce qu'il y a deux problématique. Il y a le regard empirique et il y a le regard dialectique. Le regard empirique, c'est ce que je vois là dans l'expérience immédiate. C'est tout le travail que fait Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Il y a deux consciences. Il y a la conscience sensible de l'immédiateté, et puis il y a la conscience radicale, historique des profondeurs. Il y a l'écorce et il y a le noyau. Mais je peux visiter le monde entier et ne saisir que les écorces. J'aurais rien compris. Par contre, quand il va au British Museum et qu'il passe 30 ans de sa vie à lire toute l'histoire du monde à travers toute la documentation, il n'a pas besoin de se déplacer parce qu'il va dans la substance matricielle du noyau. Il y a deux savoirs, il y a le savoir empirique et il y a le savoir méthodologique. Vous avez des milliers de gens qui peuvent aller sur le terrain et ne comprennent rien. Oui. Et puis vous pouvez avoir quelqu'un qui ne va jamais sur le terrain, mais qui, en faisant la compilation totaliste de toutes les réalités méthodologiques saisies, va comprendre l'âme du monde. Mais dans une société où on déteste la culture et le temps d'apprendre des compréhensions, on va dire théoriques, c'est très dur à faire passer dans l'idée générale, en fait. C'est ça
qui est compliqué. Et surtout, les gens, ils sont sur une problématique émotive et identitaire à bloc. Ils ont tout de suite l'impression, en fait, quand on parle de spécificité européenne, que c'est de l'européocentrisme alors que c'est de l'objectivité hegelienne, quoi, entre guillemets. Moi, je me demandais en fait comment ça va être possible au niveau international, la révolution, puisqu'il y a des continents à temporalité fermée, justement. Non, mais la marchandise est en train de tout accélérer. La marchandise est en train de tout accélérer. C'est-à-dire que l'ouvrier de Sao Paulo, qui était dans un continent de non-radicalité historique, comme pouvait l'être le prolétaire parisien des journées de juin 48 à l'époque, il a déjà bougé en 10 ans. Et de toute manière, la matrice radicale de la crise, de la baisse du taux de profit, elle aura lieu en Europe. C'est parce que le continent européen va renverser la dialectique du capital que par ricochet, elle va aussi s'étendre partout. Alors il y aura des insurrections en Australie, il y aura des insurrections en Amérique, il y aura des insurrections en Asie, mais le cœur de l'expansion radicale, ce sera l'Europe. Parce que l'Europe représente le degré le plus avancé de toute la technologie crisique des contradictions du capital. C'est-à-dire qu'en 68, il y a eu des mouvements aux États-Unis, il y a eu des mouvements en Amérique du Sud, il y a eu des mouvements au Maghreb, il y a eu des mouvements en Orient, mais la grande matrice explosive, ça a été Paris, Rome. C'est ça qui est difficile à comprendre aussi quand vous parlez de 68, parce que dans la tête des gens, dans la grande majorité des gens, 68 c'est Cohn-Bendit, quoi. Donc il y a une espèce, on a été tronqué l'histoire à un moment donné pour en sortir du Cohn-Bendit et ces choses-là, alors que finalement quand on se renseigne un petit peu, on se rend compte que 68 c'est pas vraiment comme on l'entend dans les manuels scolaires, quoi. Moi je suis pion dans un lycée, aller dire aux élèves, non, c'est pas vraiment comme c'est marqué dans les bouquins d'histoire, on passe un peu pour un farfelu, quoi, quelqu'un d'un peu dérangé. De toute façon, on a ça sur tous les domaines, il y a deux histoires. Il y a l'histoire officielle de la magistrature académique du capital. Depuis le Paléolithique jusqu'à aujourd'hui, il y a une histoire officielle qui est la consécration du faux aliénatoire. On a fait croire aux gens qu'au Moyen-Âge, les gens avaient plus de dents, qu'ils ne mangeaient pas, qu'ils mouraient à 30 ans. On a construit des légendes noires pour légitimer les légendes blanches du temps contemporain. C'est pareil pour mai 68. Dans mon prochain bouquin, il y aura tout un passage justement sur la radicalité de 68. Il y a deux mai 68. Il y a le mai 68 capitaliste de la rénovation des mœurs, avec tout le truc débilisme des libertaires, nouveaux modes de vie à la Cohn-Bendit. Mais ça c'est ce qui est mis en marche aujourd'hui quand on retrace les événements. Mais la réalité, c'est les 10 millions de grévistes avec des comités d'occupation, une volonté radicale, une dynamique incendiaire, la contestation du monde de l'argent. Il y a donc toujours, quand il y a un mouvement radical, une fausse radicalité qui l'enveloppe pour le dénaturer, pour le diluer, l'amener sur des voies de garage. Donc à chaque fois qu'un événement subversif émerge, il y a une enveloppe de fausse subversion qui le décore pour le neutraliser et pour effectivement dégoupiller la subversion. Mais le décisif de 68, c'est effectivement ces 10 millions de grévistes qui ne veulent pas reprendre le travail, qui ont une vision radicale pour un autre monde, qui sont bien évidemment contre la droite du capital, mais qui comprennent que la gauche du capital, c'est la même chose que la droite à l'envers sur le même terrain. Donc on a eu en 68 une expérience radicale qui pendant plusieurs mois a mis en marche des millions de gens qui ont émancipé la parole collective et qui ont entrevu un autre monde. Parce que le problème de mai 68, en fait, c'est que c'est très centré sur le mouvement des étudiants. Et en fait, il faut peut-être faire comprendre aussi que toute la pertinence de ce mouvement, en fait, elle est dans l'insurrection des ouvriers. Bien sûr. Et c'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas à faire le lien, enfin, à faire la distinction entre l'agitation des étudiants et celle des ouvriers. Donc, comment on peut expliquer ça, quoi? C'est-à-dire que déjà, le monde étudiant à l'époque, c'est un monde étudiant qui est hétérogène.
Parce que le monde étudiant à l'époque, c'est effectivement la reproduction de la classe dirigeante, et puis c'est aussi toute une série de fils d'ouvriers qui accèdent à l'université. Donc le monde étudiant, déjà, il est ambivalent, il est hétérogène, il est opaque et il est contradictoire. Dans une même fac, j'ai des fils d'ouvriers, j'ai des fils de médecins, j'ai des fils de notaires. Donc la réalité, elle est déjà complexe sur ce terrain-là. Mais dans le mouvement étudiant, il y a toute une série d'appareils gauchistes, trotskistes, maoïstes, libertaires, de prétentieux au faux savoir, qui sont quelque part l'école de recrutement de tous les encadrements du capital à venir. C'est pas un hasard si tous les clowns gauchistes de l'époque sont reconvertis aujourd'hui dans les médias, dans l'industrie, dans le commerce, dans la publicité, à des postes relativement importants. C'est une école managériale de la reproduction du capital pour toute une phase étudiante qui veut diriger à travers le prisme narcissique du « nous savons ». C'est là où il faut lire le fameux texte de la misère en milieu étudiant, de Kayati. Voilà, qui montre toute la misère de la fausse culture étudiante. Et puis j'ai aussi dans le milieu étudiant des gens qui sont en relation avec des groupes ouvriers radicaux et qui sont sur un autre mode. C'est pour ça que dans le monde étudiant de la crise de 68, j'ai tous les appareils gauchistes recruteurs du capital, mais j'ai en même temps des mouvances pour l'autonomie ouvrière ou des groupes situationnistes qui, eux, contestent les gauchistes. Et le substrat essentiel, c'est effectivement la crise, c'est que en 68, le chômage fait un bond de 50%. C'est toute une crise sociale qui est en train de se mettre en mouvement. La crise de 68, c'est ce qui nous explique aujourd'hui la crise de 2015, de 2016. La crise de 68, c'est la fin de la période de reconstruction. C'est le commencement de la crise du taux de profit suite à la reconstruction. Et donc c'est toute cette émergence ouvrière radicale. Donc il faut à chaque fois expliquer aux gens qu'il y a plusieurs mai 68 en même temps, et qu'il y a un mai 68 réactionnaire, il y a un mai 68 réformiste, et il y a un mai 68 subversif et radical, mais qui bien évidemment est complètement occulté par l'histoire officielle. L'histoire officielle, quand elle vous dit il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il y avait mai 68, on vous montre des clowns étudiants qui veulent la rénovation capitaliste des mœurs, mais on ne vous montre jamais une entreprise où il y avait des groupes ouvriers radicaux qui contestaient les syndicats, la gauche et les gauchistes. Donc il y a un prisme, la vérité officielle occulte systématiquement la matrice profonde des réalités subversives. Et on nous présente à chaque fois la partie simplement émergée de l'iceberg. Il y en avait beaucoup des groupes radicaux qui contestaient l'argent. Alors des groupes constitués au moment où mai 68 émergent, pas beaucoup, mais dans le mouvement de la pensée radicale, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand les grévistes commencent leur grève, ils n'ont pas l'état mental qu'ils auront au bout de 10 jours de grève. Ils n'ont pas l'état mental qu'ils auront au bout de 2 mois de grève. Parce que la parole s'émancipe, les gens parlent, ils se rencontrent, tout bouge. C'est-à-dire que tout se déplace. Le type qui... Vous avez des gens en 68, c'est la première fois qu'ils faisaient grève. Vous aviez des gens qui étaient complètement passifs avant. Mais il y a une telle fracture collective que beaucoup de choses bougent, que beaucoup de choses se déplacent. T'es culotté, hein. C'est ce que montre Orwell dans Catalogue libre, c'est-à-dire que quand il montre que les prostituées ne voulaient plus être prostituées, que les proxénètes avaient honte d'être proxénètes, que les ouvriers soumis devenaient des ouvriers insurgés. Tout bouge dans un mouvement, et c'est pour ça qu'il y a des fois des gens qui me disent « mais enfin, ça ne peut pas bouger, regardez les gens comment ils sont ». Sauf que la fracture, ce n'est pas les gens comment ils sont, c'est les gens comment ils deviennent. Les gens les plus abrutis dans leur atelier ou bureau, qui sont complètement asphyxiés mentalement, quand il va y avoir la crise, ça va commencer à bouger 1 mm, 2 mm, 3 mm. Je te rencontre, on parle, on redéfinit. Et tout bouge, et tout bouge. Et ce grand incendie social fait que tout le monde bouge. Mais vous pensez que c'est le système capitaliste qui en fait, j'arrive pas à bien l'exprimer, mais qui a fait en sorte que les gens justement ne s'insurgent plus et ne se révoltent plus et soient vraiment fermés. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que, entre guillemets, nous, les gens de 68, quoi. Et nous, on ne connaît plus notre provenance.
C'est l'oubli de l'être. C'est l'oubli de l'être au sens de Hegel, c'est l'oubli de l'être au sens de Heidegger, c'est l'oubli de l'être au sens de Marx. C'est-à-dire que nous ne savons pas d'où nous venons. Non, en termes d'identité, non. En termes d'identité des profondeurs, quand sous Henri VIII, on vient produire la dynamique des enclosures, qu'on expulse les paysans, qu'on les parque, ils savent bien d'où ils viennent. Donc il va y avoir des insurrections. J'avais une discussion justement avec un contact, et on parlait de l'Angleterre. Et cette personne me disait, oh, les Anglais ne sont jamais beaucoup battus en matière sociale. Hein. C'est-à-dire qu'on a une vision, la France, juin 48, la Commune de Paris, 71, et cette personne me disait, mais les Anglais, il ne s'est pas passé grand-chose. Ce qui est totalement faux. Quand on va travailler l'histoire anglaise, période médiévale, Renaissance, même à l'époque napoléonienne, à l'époque de Napoléon, il y a des insurrections ouvrières en Angleterre. C'est-à-dire qu'il y a eu une lutte des classes extrêmement radicale en Angleterre qu'on ignore. On croit que les Anglais se sont laissés déposséder. Mais il y a eu des luttes très fortes. Donc je suis paysan anglais à l'époque d'Henri VIII, et il y a la dynamique des enclosures. Je sais d'où je viens, puisque je suis dans les communaux. Je sais d'où je viens. Aujourd'hui, je suis vendeur à Carrefour. Je suis quoi? Les communaux, il y a très très longtemps. Les luttes de classe de mes arrière-grands-parents, c'est il y a très très longtemps. Donc aujourd'hui, pour la première fois, surgit l'homme réifié. L'homme réifié dans son présent, mais l'homme réifié dans sa mémoire. Donc il est congelé dans la chosification contemporaine, sa vie historique, sa vie sexuelle, sa vie émotionnelle, tout est chosification aliénatoire. Mais en même temps, il y a l'oubli de l'être. Il ne sait pas qu'il y a eu un temps où autre chose était vécue. Et nous sommes pour la première fois dans l'histoire du monde arrivés à un moment où le capital a tellement chosifié les êtres qu'il a congelé les mémoires et qu'il nous a dépossédés de notre antériorité. Donc nous ne savons même pas d'où nous venons. Et on ne veut pas le savoir parce qu'on n'était pas nés. Voilà. Quand on parle d'histoire aux gens, c'est ça, l'histoire ça sert à rien, j'étais pas né, donc qu'est-ce que m'embête avec ça, quoi. C'est un peu ça la problématique en fait. Ce qui fait qu'après, vous avez plein de méli-mélos. Par exemple, on parle de l'alimentation. On dit aux gens que pendant des siècles et des siècles, les gens buvaient du vin avec abondance, mangeaient de la viande avec abondance, que par exemple au Moyen-Âge, on mangeait 600 grammes de viande par jour, et qu'on buvait 4 litres de vin par jour et par personne. Et alors les gens vous disent, mais non, au 19e siècle, je me rappelle bien, mes grands-parents m'ont dit, on n'avait plus rien à manger, on mangeait un tout petit bout de sardine, il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de bière, c'est-à-dire que tout se mélange dans un chaos indistinctif par rapport au passé. Les gens ne comprennent pas qu'il y a eu le temps communeux d'avant la révolution capitaliste, où il y avait effectivement une abondance alimentaire, et que c'est la révolution capitaliste mise en marche à partir de 1789 en France, qui a produit au cours du 19e siècle une complète déstructuration culinaire, alimentaire, etc. Les gens confondent tout. Le Moyen-Âge, le 19e siècle, plus rien n'a de sens. Enfin, l'histoire a pour fonction justement d'obscurcir cette période du Moyen-Âge pour justement faire rayonner la période de la Renaissance. Mais ouais, c'est vrai que c'est dommage de tellement... Enfin, l'histoire est une apologétique capitaliste. C'est-à-dire que avant c'était horrible, et plus on avance, plus c'est merveilleux. Donc c'est l'inverse. Mais c'est la logique aussi humaine quelque part. On se dit que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Le paradis, l'enfer, on se dit que ce sera mieux. Enfin, je pense que c'est inhérent à l'être humain. Non, je sais pas. C'est pas inhérent à l'être humain, c'est inhérent à l'être humain aliéné. Non, je me trompe toujours. On se posait une question avec Thomas, c'était sur Jésus, quand il dit « je ne suis pas là pour apporter la peine et l'épée ». L'épée, bien sûr. C'est quoi? C'est la révolution, l'épée? Alors l'épée, c'est la discorde radicale, c'est le fameux polémos présocratique. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez l'intuition radicale des profondeurs érotiques de la subversion nécessaire, vous allez casser la famille, vous allez casser l'amitié, vous allez casser les groupes traditionnels de l'enfermement.
Donc il vient apporter la discorde universelle dans toutes les familles, parce que l'épée de radicalité doit trancher avec toutes les fausses relations de servitude. Le père sera en guerre avec le fils. La tante sera en guerre avec la fille. Tout le monde sera en guerre contre tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une explosion nécessaire de contradictions subversives entre le temps de l'aliénation et le temps de l'émancipation. En fait, et ça va traverser tous les groupes. En fait, ce que vous dites, ça me rappelle ce que disait Hobbes sur la guerre de tous contre tous, parce qu'il décrit, pour lui, la communauté primitive, c'était la guerre de tous contre tous. Mais en fait, c'est aujourd'hui, en fait, que c'est la guerre de tous contre tous dans la société capitaliste. Où, en fait, chacun est un concurrent potentiel. Hobbes, c'est l'inverse de la réalité générique. C'est-à-dire que dans la communauté, il n'y a pas de guerre, il y a des conflits limités, il n'y a pas du tout de guerre de tous contre tous. Par contre, pour justifier la servitude de l'aliénation, Hobbes dit, avant tout le monde se tapait dessus, grâce à l'État, à la soumission, à la constitutionnalité, grâce à la docilité et à votre acceptation servile, vous avez la paix. Donc Hobbes inverse le processus. Mais il est vrai que c'est aujourd'hui la guerre de la... Déjà parce que le capital est une grande névrose concurrentielle. Le capital, c'est pas simplement le commerce mondial, c'est le commerce affectif, c'est le commerce dans les familles, c'est le commerce dans le couple. Un couple, c'est un échange affectif sur le terrain de la représentation narcissique. Tout est devenu commerce. Les relations sexuelles, les relations affectives. Le commerce s'est emparé du monde dans sa globalité. Parce que, alors oui, du coup, quand on parle de Hobbes, forcément on parle de Rousseau. Parce que Rousseau, il avait une vision idéalisée avec, je sais plus comment c'est, je sais plus c'est quoi le nom de son concept, l'état de nature. Parce que je crois qu'en fait, il ne savait pas vraiment de quoi il parlait. C'est-à-dire que chez Rousseau, l'état de nature, c'est un concept illusoire et fétichiste qui ne fait absolument pas référence à la communauté organique et à la communauté générique. L'état de nature chez Rousseau, c'est un solipsiste individuel. Il n'y a pas de communauté, c'est l'homme naturel, individuel. Il est tout seul. Et c'est pour ça qu'il est obligé de construire ce cheminement du contrat social qui résulte de la rencontre de l'un à l'autre. Il n'a jamais compris la communauté. C'est un peu ce dont on parlait avec Diogène de Sinope. Oui, c'est en fait, parce que je faisais un parallèle avec le vestige, on va dire, insurrectionnel, mais individualiste de Diogène, quand il met en marche toute une réflexion sur la fausseté du monde, de la civilisation, justement. Mais comme il n'est pas dans une dynamique collective et universelle, en fait, c'est une sorte de Gandhi radical. Oui. Donc, du coup, ça pose des problèmes, mais quand même, c'est assez intéressant parce que dire à George Bush, au George Bush de l'époque qui est Alexandre le Grand, éloigne-toi de mon soleil, moi je trouve ça déjà, ça a du panache comme on dit. Ceci dit, Alexandre est quand même mieux que George Bush. Oui, c'est vrai, il est plus. En fait, il a plus de distinguo. Et puis il a un courage personnel. Voilà, parce qu'il va à l'affrontement physique. Il n'envoie pas les autres à sa place. Il va. Aujourd'hui, il y a des drones, alors du coup. Et puis quand vous prenez les batailles d'Alexandre, par exemple, la bataille de Gaugamélès, des trucs comme ça, bon, je veux dire, vous avez 10 000 Macédoniens qui écrasent 100 000 Perses. Parce qu'il y a un génie stratégique dans l'espace et c'est lui qui est à la tête de sa cavalerie. C'est pas George Bush qui envoie des missiles sur des Irakiens désarmés. C'est l'inverse absolu. Mais alors, sur un autre sujet, en fait, qu'est-ce que vous pensez Mais qu'est-ce que vous lui faites là-bas? La confisque. Il y a un bruit. Qu'est-ce que vous pensez d'un Jacques Mérine? Parce que, enfin, Messrine, je sais pas comment on dit, parce qu'en fait, il y a cette problématique posée par Debord, que finalement l'État et la mafia ne sont pas en opposition, que l'illégal sont partout liés. Alors peut-être faudrait périodiser ça. Mais est-ce que finalement Jacques Messrine, c'est un petit peu la fin d'une conception de l'illégalité, et qu'après, du coup, il n'y a plus d'autonomie mafieuse, entre guillemets. C'est-à-dire, bon, criminelle.
je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mérine, c'est quelque part, par rapport aux mafias du grand banditisme de l'époque, un fantassin périphérique. Il n'entre pas dans les réseaux, il n'entre pas dans les officines, et c'est quelque part... il est auto-entrepreneur. Voilà, il est auto-entrepreneur. mais quelque part, ça signe la fin d'un monde. C'est-à-dire que dans la domination totalement réalisée du capitalisme intégral et contemporain, Mesrine a disparu et il n'y en a plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est centralisé dans l'appareil d'État des officines mafieuses du souterrain. Quelque part, Mérine marque la fin d'un monde. Parce que justement, là, récemment, on a appris que la police turque collaborait étroitement avec Daesh. C'est-à-dire qu'ils se parlaient au téléphone. Donc alors après, on peut étendre peut-être aux États-Unis, je sais pas. De toute façon, Daesh n'est rien d'autre qu'un appendice étatique de toutes les mafias, de tous les services qui organisent le gouvernement du spectacle mondial. D'ailleurs, vous n'avez pas vu le documentaire de Un œil sur la planète là, qui parlait de la Syrie, et justement il faisait ce lien que finalement l'aspect essentiel dans ce conflit, finalement, c'est que on pose la question, je ne sais plus comment on dit ça en grec, qui prodeste, enfin à qui ça profite en final. Et du coup, il y a énormément d'intérêts économiques qui sont déployés de manière positive pour les États-Unis, par exemple pour Israël avec la région du Golan, où finalement ça profite à Israël pour le pétrole. Enfin, il y a tout un tas grâce aux interventions spécifiques de Daesh sur l'ouest de la Syrie, le Golan est sécurisé. Et Daesh et les Israéliens fonctionnent quelque part en implication réciproque pour la préservation du Golan israélien. C'est les meilleurs philosémites en fait. Ils sont vraiment philosémites jusqu'au bout, quoi. Et du coup, en plus, c'était vraiment dit dans le plan Odedillon, de base. Ah oui, le plan Odedillon. Ouais, ben oui. En fait, Daesh est un proxy d'Israël pour permettre justement la guerre, guerre sunnite-chiite, et en plus, on sécurise Israël par une fausse menace, parce que maintenant, à cause de Daesh, entre guillemets, eh ben, on va armer Israël encore plus, alors que bon, bref, voilà, c'est toujours comme ça, c'est l'inversion accusatoire. Et c'est surtout c'est le moment où le fétichisme de la marchandise a son développement le plus abouti. C'est-à-dire que tout est fétichisé, tout est fétichisation. Le fétiche, c'est l'inversion absolue du monde. Et on vit enfin dans le fétichisme de la marchandise le plus abouti. C'est-à-dire que jamais la vision analytique de Marx n'a été aussi moderne, aussi récente et aussi complètement aboutie. C'est vrai. Jusqu'à Google, alors. En plus, quand il parle de Frankenstein, c'est un peu le Google... Oui, bien sûr. Page de publicité, non. Je sais pas comment on filme, ça fait bizarre. Ah, vous filmez? Ouais. Par contre, il y en a qui ont demandé de faire une vidéo, donc... Ouais, c'est toujours... Ouais, c'est lui le voit après là. Il chasse là. Et là, ils sont fous. Mais je reviens sur ce que disait Guillaume tout à l'heure sur le Christ, etc. C'est vrai que cette phrase-là où il parle justement qu'il faut tuer le père, enfin pas tuer le père, mais je ne sais plus quelle phrase vous avez dit. J'apporterai l'épée et la dissension et la discorde. Alors c'est pas tuer le père, parce qu'il faut surtout pas employer cette formule-là. Parce que là, c'est freudien, ça. C'est une pathologie freudienne, mais il n'y a pas ça chez le Christ. C'est pas tuer le père. Mais c'est... Freud et le Christ, c'est un peu en opposition.
Mais ça prend vraiment... moi j'avais vraiment du mal à comprendre ce passage-là, quoi, où justement il dit je suis pas là pour apporter la paix mais l'épée. Vous le voyez bien, vous avez une réunion familiale. Il y a une réunion familiale, il y a 5, 10 ou 15 personnes. Cette réunion familiale, elle est la conjonction de deux temporalités. La temporalité du quotidien, la temporalité de l'ordinaire, la temporalité de la vacuité. On va regarder les enfants, ils ont grandi, vos vacances, et toi, tu as un nouveau travail, et vos prochaines sorties, vos dernières lectures. Donc il y a cette temporalité de l'ordinaire aliénatoire où tout le monde va discuter de cucuterie infinie. Et puis il y a la temporalité radicale du quel est le sens de la vraie vie, quel est le sens du vrai jouir. Il y en a un dans cette assemblée familiale qui va lancer la discussion sur la radicalité du vrai jouir. Qu'est-ce qui nous emmène ? C'est ça. Et parce que la réflexion, c'est ça. Celui qui va enclencher cette dialectique de l'authenticité, il apporte le conflit et la dissension dans cette famille aimablement attablée autour du vin et des repas. Donc ce que veut dire cette formulation, c'est que quand je pose une relation d'essence, je fracture toutes les relations du quotidien qui sont inessentielles. Je disais des fois à ma fille pour rigoler, mais c'est plus que rigoler. Je lui disais, si tu n'étais pas ma fille et que tu étais ma voisine de palier, qu'est-ce que je trouverais en toi de subversif, de radical et de particulièrement puissant? C'est ça ce que veut dire le Christ. Et c'est ce que dit Marx, c'est ce que dit Hegel. C'est-à-dire que mes relations aux autres sont faites d'habitude, d'accointance tribale, de filiation. Mais l'essence, les personnes que l'on aime le plus, nos parents ou nos enfants, si d'un seul coup on cesse d'être dans la logique tribale de la filiation du sang, et qu'on pose la question du sens, de l'amour vrai, de la conscience puissante, il va y avoir dissension, opposition, conflictualité, parce que, mais enfin, je vois ma mère et ses petits-enfants. Une mère, les petits-enfants, c'est merveilleux. Mais quel sens ça a? Poser la question ontologique, un enfant naît dans une famille, ça peut être quelque chose de sublime, puis ça peut être quelque chose de débile. Plein de couples aujourd'hui ont un enfant pour ne pas se voir dans le néant de la reproduction aliénatoire de leur vie d'absolu. Et puis je peux aussi avoir un enfant, parce que dans la fertilité de ma rencontre amoureuse, j'accomplis un destin historique. Donc le même acte, ce merveilleux petit enfant qui va naître au bout de 9 mois de grossesse, ça peut être la vacuité aliénatoire la plus abrutie, et ça peut être l'émergence d'essentialité la plus sublime. Ce que nous apprend Marx dans les théories sur Feuerbach, c'est que rien n'existe en soi, tout est relation à. Donc dans une famille, quand je vais poser la question non plus de ce qui est, mais de la relation à ce qui est, la dissension, le polémos, la radicalité, tout va se remettre en cause. Ça veut dire quoi, accomplir son destin historique? Alors, accomplir son destin historique, c'est comprendre que nous avons deux temps. Nous avons le temps de notre être générique, le temps de notre personnalité profonde, et nous avons le temps aliénatoire de la représentation fétichiste, le personnage social que nous avons. Je suis notaire, je suis médecin, je suis jockey, je suis tout ce que je veux. Mais je suis absorbé par ça. Ça, c'est ma représentation sociale. Puis j'ai mon être générique, ma véritable jouissance. Et mon destin historique, c'est de casser l'aliénation fétichiste du personnage pour accomplir justement ma destination. Ce qui est très important, c'est que le mot « sens » a deux sens. Le sens, c'est la signification, mais c'est en même temps la destination. Donc, le sens, la sensualité, la signification, l'éros, la conscience, la radicalité, c'est le destin historique de devenir effectivement un sujet humain contre le personnage de notre enfermement pathologique. Et donc là, dans cette réunion de famille, où j'ai plein de gens qui sont dans leur personnage, je vais foutre un bordel d'enfer en posant la question du sens. Parce que tout va se redéfinir. Et alors là, votre mère va vous dire, mais écoute, pour une fois qu'on se retrouvait tous ensemble, qu'est-ce que tu viens de nous emmerder? C'est exactement ça.
Mais c'est ça au boulot aussi. Mais c'est partout. Ouais, bon, si on commence à parler des vraies choses à des personnes même qu'on connaît très bien, à des amis proches, on veut dire ouais voilà, c'est un sujet sur les emmènes avec ce sujet-là. Qui prend la tête. Mais c'est absolument hallucinant. Bah, au boulot, là, par exemple, j'ai donné ma lettre de démission. Plus personne ne veut me parler. Mais c'est normal. Vous avez commis un meurtre rituel. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est pour ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que les gens ont tellement investi dans la vie factice qu'il y a une confusion entre leur être générique et leur vie factice. Ils ont fini par être leur vie factice. Ah, ouais, je joue de la guitare, je fais de la course à pied, je fais du foot, je suis avocat, je m'intègre complètement dans mes plaidoiries. Le boulot, les loisirs sont devenus quelque chose qui est entré en nous et qui nous a mangés. C'est-à-dire que moi je le vois avec les patients à travers toute une série d'analyses que l'on met en marche, c'est la mise à nu. Ne pas parler des derniers spectacles, ne pas parler des dernières vacances, ne pas parler des derniers vêtements, ne pas parler des derniers repas. On retire tout ce qui est la paraître sociale de la quotidiennité reproduite. Et on dit, mais alors, qui sommes-nous? Et là, on a un gigantesque vide, parce que justement, l'aliénation sociale fait que nous sommes, c'est notre faire social. Mais même quand on en a conscience, je veux dire, on peut... Quand je dis qu'est-ce que je suis, je suis quand même malgré tout paraître social aussi, tout le temps en fait. Oui, c'est pour ça que la chose la plus importante dans la dialectique de la phénoménologie de l'esprit, et c'est ce que je vois avec mes patients, c'est d'accepter à un moment donné de se dire que nous sommes néants. C'est la dialectique du travail du négatif. Quelqu'un qui va mal, quelqu'un qui se questionne, un individu, un couple, peu importe les gens que je reçois, pour devenir un être, il faut accepter que nous sommes des néants. Nous sommes des néants totalement envahis par le fétichisme de la marchandise. Dans toutes nos quotidianités, dans l'intégralité de nos parcours. Et c'est parce que enfin je comprends que je suis néant et que je vais donc piétiner ma propre néantisation que je peux devenir un être générique parce que je renverse. L'en-soi, nous sommes d'abord des en-soi serviles, abrutis. Nous sommes abrutis dans l'intégralité de nos parcours d'existence, du matin jusqu'au soir. Mais si on comprend ça pour trouver la fibre du vrai jouir, complètement se déconnecter des faux plaisirs de l'aliénation, rentrer dans la dialectique du vrai plaisir, dans la dialectique de la vraie jouissance et donc de la vraie conscience, c'est s'auto-renverser. C'est s'auto-renverser pour produire l'auto-mouvement de la conscience érotique radicale de la subversion réalisée. Et là, tout devient possible. Mais pour devenir quelqu'un, il faut accepter l'idée que nous ne sommes que des riens déambulatoires. Ouais, mais vous parliez par exemple de la musique. Bon, la musique, ça peut être quand même une jouissance, quelque part, faire de la musique. La musique, j'ai eu le cas, et j'en ai parlé avec Chris à plusieurs reprises, j'ai eu quelqu'un qui jouait qui était un pianiste de renommée. On a fait tout un travail sur l'aliénation artistique, et il a compris que le piano était une pathologie médicamenteuse. Ouais. Aujourd'hui, au terme de l'analyse et du renversement, il rejoue du piano, mais plus du tout de la même manière. Il me dit maintenant, je joue du piano pour accomplir ma destination, pour accomplir mon infinité radicale, alors qu'avant, je faisais finalement du piano médicamenteux. Il était dans l'incapacité de jouir, il était dans l'incapacité de surgir, donc il pianotait des heures entières pour ne pas se voir, pour la transhumance aliénatoire. Si vous voulez, il y a la transhumance touristique, il y a la transhumance artistique, il y a la transhumance religieuse. Je déplace mon contenu aliénatoire pour ne pas me voir. Donc il jouait du piano pendant des heures pour ne pas se voir, parce qu'il n'existait pas. Il a arrêté le piano, on a fait tout un travail de radicalité sur la phénoménologie des profondeurs, et il a enfin compris qu'il devait nier ce rapport aliénatoire à lui-même pour devenir un être générique. Il a repris le piano, mais il ne le joue plus du tout de la même manière. Maintenant, il accomplit un plein, alors qu'avant, il dissimulait un vide. C'est-à-dire que le rapport qui change de l'homme à la musique, c'est plus un rapport, on va dire... de compensation. Enfin, pas de compensation, mais
C'est-à-dire qu'il faisait de la musique pour frimer, on va dire? Ah, pas du tout. Non. Il faisait de la musique parce qu'il souffrait et que c'était une échappée. Exactement comme quand quelqu'un se met à écrire un roman pour échapper à la chair meurtrie. Ouais, c'était pas du tout de la frime, c'était médicamenteux. Qu'est-ce qui fait qu'il échappe plus maintenant? Parce que maintenant, il a compris sa véritable destination, il sait qu'il a un corps, qu'il a une tripe, qu'il a une jouissance et qu'il doit s'émanciper des mensonges du monde. Il avance dans cette véritable jouissance, il a recomposé le rapport à sa compagne, il a recomposé le rapport à ses enfants, il a tout recomposé. C'est-à-dire que maintenant, il n'est plus dans le spectacle du faux pour sécuriser son angoisse. Il a compris que son angoisse avait une destination universelle, puisque c'est le poids de l'aliénation mondiale et qu'on est tous écrasés par ça. Il devient un sujet conscient de l'histoire mondiale, et donc il respire. Il a dépassé l'angoisse du non-comprendre. L'angoisse, c'est le non-comprendre. Je suis dans l'angoisse parce que je ne comprends pas ma place dans l'universel en mouvement. À partir du moment où j'acquiers cette compréhension de la correspondance entre ma singularité et l'universel, je n'ai plus l'angoustia, le resserrement, le souffle coupé. Et donc, enfin maintenant, je ne joue plus du piano pour échapper à mon angoisse, je joue du piano pour matérialiser mon désir en mouvement. Alors là, vous parlez de musique, alors moi ça me fait penser à Esthétique de Hegel, où finalement il périodise, entre guillemets, le sens de l'art en fonction de l'époque baroque, l'époque classique, l'époque, on va dire, contemporaine. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez expliquer en gros, peut-être en parlant peut-être aussi de l'art ou du non-art primitif, vous allez développer ça, et puis après voir parce que l'art finalement, avant finalement, ça renvoyait finalement à la retranscription des émotions par rapport à la nature, par rapport à quelque chose de beau, c'est ce que Hegel appelle l'esthétique. Et puis aujourd'hui, c'est plus un rapport à l'universel, mais c'est un rapport au soi en fait. C'est centré sur la personne qui le joue, et il n'y a pas ce rapport à l'universel, c'est un rapport au narcissisme. Bien sûr. Donc est-ce que vous pouvez expliquer? Alors bon, il faut le faire en deux temps. Dans un premier temps, il faut poser la question de l'origine de l'art. Alors l'origine de l'art, comme l'origine de la religion, c'est la compréhension de l'unité brisée. Dans la communauté primordiale, l'unité n'est pas brisée, l'unité est là. Elle est le souffle cosmique de la permanence. Donc il n'y a pas de religion, parce qu'il n'y a pas quelque chose au-delà du monde, le souffle du divin est en le monde. Il n'y a pas d'art, parce que l'homme chasse, l'homme pêche, l'homme peint, à des moments diversifiés, complémentaires, et c'est le même qui chasse et qui peint. Il n'y a pas un monsieur chasseur et un monsieur peintre. Tout le monde, à tour de rôle, en fonction des jouissances et du cycle d'épanouissement, fait à tour de rôle un certain nombre de choses, dont des activités de peinture ou de musique. C'est quand la société va se substituer à la communauté que, la communauté ayant été brisée, il va falloir qu'il y ait des échappées. Donc le travail de l'échange qui va produire la comptabilité, qui va produire l'écriture, qui produit cette gigantesque brisure, va déplacer le divin hors du monde, et c'est là où on a la naissance théologique des religions. Les religions en tant qu'il y a un principe supérieur. Puisque les hommes ne maîtrisent plus rien, c'est qu'il y a nécessairement dans cette immaîtrisabilité la compréhension d'un Dieu autre du monde. Et Hegel dit, la grande rupture entre la communauté et la société, c'est précisément le moment où Dieu devient l'autre du monde. L'autre du monde. Et on verra que, et chez les juifs et chez les musulmans, Dieu est l'autre du monde, alors que par l'incarnation christique, Dieu, le divin, redevient le centre de l'automouvement du monde lui-même. C'est toute la portée de l'incarnation comme subversion radicale. Mais donc, la religion comme l'art naissent de la communauté brisée. Dans la communauté qui est brisée et qui donne naissance à la société, je vais avoir des cristallisations et des spécialisations. Il va y avoir des hommes qui deviendront paysans, il y aura des hommes qui deviendront prêtres, il y aura des hommes qui deviendront peintres. C'est l'unité brisée qui se cristallise dans une diversion aliénatoire à l'infini. Mais le premier temps de l'art, dans le cadre de l'unité brisée, c'est encore un art universel. Ce que montre Hegel et ce que montre Marx, c'est qu'il y a une recomposition aliénatoire de l'infini du monde. Si je prends toute l'histoire de l'art jusqu'à la phase contemporaine,
à travers ces grandes phases médiévales, romanes, gothiques, puis après la Renaissance, l'art baroque, etc. Ce qui positionne l'art, c'est l'infini qui est recherché depuis la grande brisure. Mais il y a encore un rapport de transcendance à l'infini et à l'universel. L'art est une aliénation, mais c'est une aliénation qui parle de ce dont nous avons été dépossédés par la grande brisure. Il y a donc une dimension encore ontologique dans l'art, puisque l'art parle de l'infini. Avec le développement de la marchandise et la dictature du fétichisme de la marchandise, je vais aboutir aux formes d'art contemporains qui vont casser totalement ce rapport à l'infinité. Le centre de l'art devient le sujet égocentrique, relié à l'argent comme forme abstraction universelle. Donc l'art aujourd'hui, c'est l'abstraction, c'est le sujet individuel, il n'y a plus d'infini, c'est la masturbation onaniste de la déperdition personnelle dans l'équivalent argent-abstraction formalisé sous une forme artistique. Ouais. C'est pour ça qu'on a des peintures complètement débiles. C'est la merde du capital à l'état pur. Et l'urinoir de Marcel Duchamp, c'est aussi la merde du capital. Bah bien sûr, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'infinité. C'est une belle illustration d'ailleurs, la merde qui peut se Oui, mais son but, enfin moi ce que j'avais compris, enfin, quand je suis allée voir le musée de Bourg, là, où il y a un peu tous ces trucs un peu d'art abstrait, où vraiment je cherchais à comprendre, parce que finalement les gens sont obsédés par ça. Enfin, quand on dit je suis allé voir cette expo, je suis allé faire ceci, on a vraiment l'impression qu'on nous donne de la consistance. Alors là j'entends que c'est le côté un peu narcissique, mais quand on prend l'urinoir, il met un coupé dans la fourmilière, il met son urinoir et il dit ouais ça c'est une œuvre d'art, et au final tout le monde se dit ah oui c'est trop une belle œuvre d'art et tout, oui je comprends. Alors qu'au final c'est juste je mets un coup de pied dans la fourmilière, je vous emmerde tous, mais les gens sont contents en fait. Non, parce que quand je prends la chapelle Sixtine ou bien des choses comme ça, là j'ai l'impression de voir de l'art. La chapelle Sixtine, même si c'est une aliénation religieuse, c'est un relevé vers l'infini et l'universel. Oui. L'urinoir de Duchamp, c'est effectivement quelque chose de trivial, c'est le triomphe de la valeur d'usage, c'est le triomphe de la valeur d'échange, c'est le triomphe justement de la forme argent dans sa forme la plus quotidianiste aliénatoire. Il n'y a plus d'infini. Il n'y a plus d'universalité. Alors, comme toutes les avant-gardes du capital, on présente ça comme quelque chose de caustique, de subversif. Oui, c'est subversif au sens où ça tue. C'est le papa de Femen. Ça tue l'infini. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il a peut-être essayé quand même de montrer l'absurdité du Pas du tout, ça c'est des masturbations, des divagations, d'interprétations sociologiques du capital. Mais je veux dire, c'est de la merde à l'état pur. Mais cette merde à l'état pur correspond au temps contemporain. C'est-à-dire que quelque part, Duchamp nous dit, contrairement à ce que tous les intelléos débiles veulent nous faire croire, en essayant d'y mettre de la critique, il nous dit finalement, la société contemporaine, c'est une merde absolue. C'est l'expression de Marx d'ailleurs. Marx dit, toute l'économie politique débouche sur la merde aliénatoire. Et Duchamp nous dit, bah oui, c'est l'urinoir. C'est le complément liquide de la merde du capital. Duchamp, c'est un dadaïste, je crois. Oui. Et parce que Debord, il parlait du dadaïsme et du surréalisme en tant que le dadaïsme voulait... C'est la forme supérieure de l'art. C'est-à-dire que ce que dit Debord, c'est que le dadaïsme est une forme supérieure d'art, c'est donc une forme supérieure de l'aliénation. Le sujet n'est pas de produire une forme subversive de l'art, c'est pas possible. Le sujet radical, c'est d'abolir l'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la même manière que l'émancipation humaine sera l'auto-abolition de la condition prolétarienne, en retrouvant le cosmique sacral, nous abolirons à la fois la religion et à la fois l'art. Non mais si vous voulez qu'on vous dit abolir l'art, en fait c'est dans une notion de dépassement de l'art. Mais c'est pas, on peut pas abolir l'art, enfin ça veut rien dire. On va abolir... C'est-à-dire que justement votre patient, il n'a pas arrêté de faire de la musique. Il fait plus d'art. Voilà, mais... Il fait de la musique comme... Non, c'est-à-dire que, quelque part, il a retrouvé la sacralité générique et ontologique de l'homme préhistorique dans la grotte Cosquer. C'est-à-dire que dans la grotte Cosquer, à un moment donné, de la même manière que quelqu'un posait une couleur sur la roche, quelqu'un pouvait tambouriner un son. Et ce n'était pas de l'art. Et donc lui, maintenant, se réapproprie le piano en infinité, non plus en forme d'art, puisque c'est plus une cristallisation, spécialisation, c'est le souffle de vie. L'abolition de l'art, ça veut dire qu'il n'y aura plus de cristallisation névrotique
sur un champ spécifique et clôturé de l'expérience humaine. C'est aujourd'hui je fais de l'art parce que je ne jouis pas. Dans la communauté, je jouis et je la musicalise, cette jouissance. Et je la picturalise. Aujourd'hui, être artiste, c'est ne pas pouvoir jouir et sublimer sa non-jouissance par une création. Demain, dans la communauté, ça sera abolition de l'art, parce que tous nos sens s'accompliront dans quelque chose qui sera au-delà de l'art, dans une radicalité supérieure. Mais ça suppose abolition des musées, par exemple? Et ça, on s'en fout, les gens font ce qu'ils voudront. Ouais. On pourra garder des espaces où on ira montrer à nos enfants que pendant des siècles et des siècles, l'humanité cristallisée, spécialisée, aliénée, a eu besoin de ça. On peut tout garder, c'est pas un problème. Le problème, c'est que justement, il y aura un tel souffle qu'on sera toujours au-delà, toujours loin devant. Moi, ce qui me dérange, par exemple, sur les monochromes, où genre il y a un mec qui a une toile blanche où il y a juste un point jaune dessus et c'est mis dans un musée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une espèce d'élite qui peut se permettre de faire ça en disant je revendique ça comme de l'art, alors qu'un gamin de 2 ans peut le faire, ou même, enfin, même par accident, tu peux faire un truc encore plus joli que ça. Je te trouve un peu réactionnaire. Ce qu'il faut d'abord, c'est que ça n'intéresse personne. Non, mais voilà. Ce ne sont que des achats d'État. Bah, il y a Dans des grands capitalistes aussi, pour être défiscalisé. Oui, c'est Bien sûr, ouais. si vous voulez, le Bernard Arnault, par exemple, s'est spécialisé dans des fondations. C'est exactement comme aujourd'hui, vous allez à Paris. Vous avez des théâtres privés où les gens vont voir Feydeau, Labiche, Courteline, Molière, Racine. Les théâtres subventionnés, c'est les copains qui financent les copains dans l'abrutissement futuriste de la modernité abstraite. Quand ils ont mis en marche Pis Christi au Théâtre des Champs-Élysées, là, avec le petit gnome, c'était subventionné. Personne ne va voir ça. C'est donc pas neutre et c'est donc pas anodin. Et les gens qui jouent ça, ou bien qui produisent ça, ils veulent se faire de l'argent? Ils sont reconnus socialement, en fait. C'est surtout ça. Ça fait partie du... C'est la reconnaissance, peu importe ce que je fais, quoi. Ouais, c'est ça. De toute façon, ils sont reconnus. On dit t'es un artiste. Alors le mec, il va vraiment croire qu'il est artiste et qu'il a un rôle au-dessus des autres, on va dire. En fait, l'aboutissement de l'art contemporain, c'est la télé-réalité, parce que en fait, c'est le vide absolu pour la reconnaissance du rien, en fait. Et ça, Marcel Duchamp n'aurait pas pu prévoir Nabila, mais c'est sa petite fille, en fait, entre guillemets. Tu as raison. Non mais Sofiane, t'as des punchlines, c'est du lourd. Sofiane, mon ami, vous devriez faire un sketch. J'y penserai. On rigole bien. Mais non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une logique implacable. Le capital ne met en scène que ce qui reproduit sa valorisation et que ce qui renforce sa crédibilisation aliénatoire. Donc, tous les phénomènes qui sont mis en marche et qui sont effectivement applaudis par le crétinisme médiatique, artistique ou religieux de la marchandise, sont des phénomènes de renforcement et donc d'imposture, par essence. Le fétichisme de la marchandise est une imposture absolue, et toutes les formes d'art, toutes les formes de manifestations artistiques qui tournent autour ne sont que la reproduction de la valorisation de cette imposture. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qu'avait très bien montré Debord, l'art est mort, il n'y a plus d'art. C'est-à-dire que l'art, dans sa dimension d'infinité, après la communauté brisée, l'art dans ses formes les plus classiques, les plus baroques, les plus artistiques est mort. Aujourd'hui, il n'y a plus que de la merde. C'est-à-dire que l'art est mort, il n'y a plus que de la merde. Mais ça, c'est Hegel. Oui. C'est-à-dire qu'à son époque, déjà, pour lui, bien tout sûr. ce qui viendra après, mais par exemple, des mecs comme Debussy ou Ravel, c'est mort en fait? Non, alors c'est autre chose. C'est-à-dire que on peut, Debussy, Saint-Saëns, Ravel, c'est le moment où le capital est en train de tout absorber, où tout va mourir. Mais on peut pas comparer Debussy, Ravel à Beethoven ou à Bach. C'est une expression en termes de création par rapport à l'infini qui est inférieure, même si elle est agréable, même si par rapport à la merde contemporaine, elle est sublime. Mais c'est le chant du cygne, c'est la fin
C'est la fin de toute musique possible. Et après, on est rentré dans la musique bruitiste, totalement abrutie du temps contemporain, avec des musiques qui n'ont plus de sens. Musique cantonale, tout ça. Voilà. D'ailleurs, pardon. Non, je t'en prie. Est-ce que vous avez lu le livre de Jacques Attali qui s'appelle Bruit? Oui, En c'est un fait, plagiat d'ailleurs. Ah, mais ça c'est la tradition, mais c'est un plagiat caché. Non, mais c'est très intéressant quand même parce qu'il explique justement toute la musique, on va dire, informatisée dans les années... au début de la techno, il dit que justement, ça va être généralisé à toutes les fréquences de musique. Maintenant, dans tous les clips contemporains, par exemple, même dans toutes les chansons contemporaines, il n'y a plus un artiste qui sort sa vraie voix. C'est tout par la machine d'abord, et après on voit. C'est comme ça en fait. C'est Moi j'ai un groupe de reggae que j'aime vraiment beaucoup, et quand je me dis j'écoute du reggae, je sens que c'est subversif, il y a un message. Après, moi j'aime bien quand il y a un message. Mais quand j'écoute Groundation par exemple, je trouve ça beau, et puis musicalement c'est vraiment acoustique, etc. Et finalement on n'est pas dans cette machination. En fait, disons que c'est toi, tu l'interprètes d'une manière que, en fait, eux, ça se trouve, ils sont dans des années-lumière de ça. En fait. Non, mais ils sont pas. En vrai, c'est pas compliqué quand tu fais une chanson sur le manque d'eau en Afrique ou bien sur la faim dans le monde. Oui, mais ça, les Beatles l'avaient déjà fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est agréable et c'est jouissif. Personnellement, je ne me sens pas libre. Mais moi, je veux dire, par exemple, j'écoute des artistes contemporains qui sont, on va dire clairement, des gauchistes absolus. Mais si tu veux, ce qu'ils produisent, en fait, ça va au-delà de ce qu'ils sont, de ce qu'ils imaginent transmettre. C'est-à-dire que moi, je l'interprète d'une manière, justement, dans le dépassement, l'aliénation, entre guillemets. Et c'est à la fois médicamenteux et c'est à la fois un accomplissement, entre guillemets. Mais disons que le mec qui produit ça dans sa tête, pour lui, c'est un truc, ça reflète, on va dire, sa vision du monde progressiste, entre guillemets, et il est fermé là-dedans, l'artiste, quoi. Mais c'est comme aujourd'hui, nous, quand on voit les peintures rupestres dans les caves peintes par les chasseurs-cueilleurs, on va dire c'est de l'art. Pour eux, c'est pas de l'art. On va dire il y a des artistes, le regard, il est pas de l'art, parce que justement, c'est une vision sacrale, sans spécialisation. L'art naît au moment où le groupe, étant dépossédé de son unité originelle, explose en fonctions sociales séparées qui posent des spécialisations cristallisées. C'est-à-dire, dans la communauté, tout le monde fait tout à tour de rôle. Et dans la société, à un moment donné, parce que le clivage, le scindé, le divisé émerge, il y aura des artistes, comme il y aura des paysans, comme il y aura des prêtres. La division se met en marche dans la totalité de la vie. Mais est-ce qu'il y aura un retour au divin, par exemple? Il y aura un retour au divin ontologique, au sens où le div, c'est l'éternité de la lumière du monde. Et l'éternité de la lumière du monde, c'est le jouir. C'est notre jouir cosmique. C'est-à-dire que il n'y a pas plus érotique que le divin du monde, l'automouvement de la jouissance du monde qui reproduit le cycle de vie. Les communautés premières ignorent la religion parce qu'elles sont dans le divin du cycle de vie des jouissances infinies. Enfin, les aborigènes, par exemple, en Australie, ils n'ont pas un rapport nul au divin. Ils ont comment dire, ils ont une construction idéologique de ce qu'est le cosmos, par exemple. Alors, ils ont une construction mythologique. Il n'y a pas de construction. La construction mythologique, elle naît quand le scindé apparaît. La communauté première n'a pas de construction idéologique. Le divin est le souffle du cœur de l'homme. Les aborigènes, en particulier, ce qui est très intéressant, c'est d'analyser la sexualité aborigène avec des rituels d'amputation. Vous pouvez nous en parler? Et ça veut bien dire qu'ils ne sont plus déjà dans la communauté originelle.
Parce que justement, il y a eu des fétichisations. À partir du moment où on voit apparaître la circoncision, on sait qu'on n'est plus dans la communauté première. Ouais. On est déjà dans un rituel aliénatoire. Parce que à partir du moment où j'ai besoin de dire sur le corps certaines choses, ça veut dire que l'immanence ne se dit plus. C'est pareil, les scarifications, les totémisations, les symboliques sur le corps. Quand je me mets à écrire sur le corps un certain nombre de choses pour dire l'appartenance au groupe, ça veut dire que cela ne va plus de soi. Dans l'émergence première, il n'y a pas ça, parce que ça va de soi. Chez les Indiens des plaines, il n'y a pas ça? Alors, ça dépend. Ce qu'il faut toujours se dire, c'est qu'il n'y a pas les Indiens. Il n'y a pas les Indiens des plaines. Il y a des seuils historiques. On a des communautés indiennes agricoles, on a des communautés indiennes chasseurs-cueilleurs. Et dans les communautés indiennes chasseurs-cueilleurs, on en a qui sont au seuil premier, d'autres au seuil médian et d'autres au seuil terminal. C'est-à-dire qu'un groupe existe dans sa formulation de la vie quotidienne à travers le seuil historique qui le rattache au développement des forces productives de l'aliénation. Est-ce que ça, c'est pas dans le propre de l'homme que d'être à un moment donné, effectivement, dans la puissance du jouir, etc. Et finalement, au fur et à mesure du temps, bien s'installe une espèce de divergence et on commence à retourner vers des choses où justement on perd ce lien avec le cosmos et enfin est-ce qu'au fur et à mesure du temps, imaginons qu'on revienne à une communauté un peu plus universelle. Ouais, un peu plus universelle. Est-ce que finalement, au fur et à mesure du temps, on ne reviendrait pas vers ce qu'on a connu? Parce que justement, on n'a jamais été en communauté universelle, on a toujours été en communauté localiste. Le communisme premier, tel que Marx et Engels l'ont théorisé, tel que Saline ou tel que Clask l'ont vu sous une forme plus pratique, il a toujours existé de manière locale. C'est-à-dire que nous avions des communautés, mais des communautés qui étaient enclôturées dans leur local. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand une communauté désigne les hommes, par exemple les Guayakis, les Atchés, c'est le groupe. Les autres du groupe, c'est autre chose. C'est-à-dire que d'emblée, les communautés premières ont été des communautés locales, séparées des autres communautés. C'est pour ça que quand il y a eu la révolution néolithique, elle a poussé au paroxysme la différence, le décalage et l'altérité. Dans la communauté universelle, justement, étant donné que nous serons en l'universalité de la communauté, il n'y aura plus le problème de l'altérité complémentaire contradictoire. Il y aura le problème de l'altérité complémentaire en fusion à nous en l'universalité. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si après la Révolution, on repartait dans des communautés locales, on jouerait la pièce en bis. Si on partait sur un cheminement proudhonien de communautés autogérées, le problème de l'altérité différentielle serait posé, le problème de l'échange, le problème de la valeur, le problème de l'étalon des échanges, et on reviendrait à tout ce qui a produit l'abomination contemporaine. L'abomination contemporaine, elle vient au néolithique du fait qu'il n'y a pas d'universalité et que chaque groupe, avec ses stocks, va être en situation de devoir et de pouvoir échanger. Et c'est ça qu'a créé, entre guillemets, la folie du monde. C'est-à-dire qu'à quel moment les hommes ont cessé de jouir en leur plénitude, c'est quand justement le développement de la révolution néolithique a, par le développement des stocks agraires, produit des valeurs, des échanges qui ont échappé à l'homme. Donc toute une série de valeurs métaphoriques, narcissiques, qui ont fait que l'homme a voulu se poser concurrentiellement à l'autre dans une dynamique de spectacle. Mais il le dit, Marx, que de toute façon, tout ce qu'on vit, tout ce qui découle du premier échange, c'est inévitable. Voilà. Donc il faut toujours se dire dans la tête que la city londonienne, dans sa forme la plus terrible de modernité contemporaine, là, aujourd'hui, en 2015, elle découle de la révolution néolithique. Les présocratiques nous ont appris que le futur est déjà contenu dans le passé. Mais quand Marx il dit que la communauté universelle, c'est le devenir logique de l'humanité, on y va, oui. On y va, mais c'est pas une volonté, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on y va par mouvement logique, en fait. Alors, c'est un mouvement logique qui va produire la volonté.
C'est pas une mécanique. Mais comment on peut être sûr que ça va se produire de cette manière-là? Alors, ça va se produire de cette manière-là, parce qu'il existe des lois historiques qui font que, objectivement, à un moment donné, les structurations sociales ne peuvent plus se reproduire. À un moment donné, j'en parlais l'autre jour avec une correspondante, on parlait de Spartacus. La révolte des esclaves de Spartacus. C'est pas la révolte des esclaves de Spartacus qui a fait mourir l'Empire romain. Ouais. C'est au contraire l'Empire romain qui a écrasé la révolte de Spartacus. L'Empire romain, dans la dialectique objective des lois matricielles de l'esclavage, fait qu'à un certain moment, la propriété foncière des latifundiens a rendu impossible la reproduction de la rente foncière esclavagiste romaine. Il y a donc des moments où la loi objective des systèmes invalide les systèmes. Et donc, l'Empire romain, qui était l'empire du monde, s'est effondré. Ensuite, le servage, de la même manière, avait des lois matricielles de fonctionnement objectives, et pourtant, à un moment donné, ces lois se sont retournées contre le système, et du servage est né progressivement le capital. Et de la même manière, le capital a des lois objectives à travers la loi de la baisse du taux de profit, la loi de saturation des marchés, la loi de l'impossible domination réelle, et à un moment donné, ce système va objectivement se renverser. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'histoire, aucune aliénation n'est éternelle. Chaque système aliénatoire a un cycle d'émergence, un cycle de plénitude et un cycle de décomposition. Donc tous les systèmes aliénatoires du monde que l'histoire a connus, un jour, s'auto-invalident parce qu'il y a des lois qui sont les lois de leur naissance, qui deviennent en même temps les lois de leur mort. Mais est-ce qu'on est obligé de passer par autant de souffrance? Ça, c'est un... c'est pas... Ça, c'est... C'est vrai que c'est une question existentielle un peu, mais enfin, pourquoi on n'est pas dans la communauté de l'être et on reste dans la communauté de l'être et tout le monde est heureux et tout le monde parce qu'objectivement, il s'est passé toute une série de choses qui font que la communauté de l'être, puisqu'elle n'était pas universelle, mais qu'elle était locale, était condamnée à mourir. Parce que de toute façon, tu peux être dans une communauté de l'être et il t'arrive un accident tout bête, genre pendant la... Je sais pas, genre, tu te fais piquer par un serpent et tu crèves. Bon. Donc je veux dire qu'il faut bien voir que notre existence... Dans la communauté de l'être, si vous lisez les textes que l'on a sur les Guayakis, les Guarani, toutes ces tribus-là, l'antidote serpent, on l'a tous. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut bien voir que notre existence aujourd'hui, il faut comprendre son sens. C'est-à-dire que si on vit aujourd'hui, on a, comme dit Cousin, on a une destination. C'est-à-dire qu'on a une naissance, il ne faut pas se projeter en dehors de ce qu'on vit, tu vois. On vit des moments de bonheur, des moments de malheur, on essaie de s'en sortir, et puis bon, on peut imaginer des trucs, mais après, il faut pas sortir de ce qu'on est, quoi. Tu vois. Après, est-ce que le fait qu'on soit aujourd'hui 7 milliards d'individus sur Terre, est-ce que ça c'est un problème pour ce qui va se mettre en place par la suite, ou est-ce que du coup c'est une force? Après peut-être qu'il y aura dans ces bouleversements-là... On parle, Marx, sur... Oui, mais ni l'un ni l'autre. Il faut sortir des questions périphériques. La grande trame méthodologique que Marx nous apporte suite aux travaux que Hegel a mis en mouvement, c'est que toutes ces questions-là sont des questions périphériques. La question essentielle, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les lois de développement du capital deviennent l'émergence de conditions objectives où le capital s'invalide lui-même. C'est ça. Alors après, on peut poser la question de la pollution, on peut poser la question de la surpopulation, mais tout ça c'est périphérique et ça n'a, entre guillemets, aucun intérêt générique, ça n'a que des intérêts consécutifs. Tout sera réglé par le problème matriciel de la crise du capital. Je veux dire, la terre est polluée, tout est pourri, et alors? Mais quand le capital va s'auto-invalider, nous aurons la capacité à reprendre en charge et à reprendre en main l'intégralité des processus de vie. Donc la question essentielle, elle est simple. À quel moment la société de l'argent va s'effondrer et à quel moment nous aurons la possibilité, nous, par notre vouloir humain de vrai jouir radical, de créer une communauté humaine, enfin débarrassée de l'aliénation et de la domestication. C'est ça la seule question. Ouais. Je voulais vous poser une question aussi, parce que par rapport à la chute de l'Empire romain qui meurt, on arrive au Moyen-Âge après,
Et pendant le Moyen-Âge, en fait, on a l'impression que le Moyen-Âge, c'est un peu un retour en arrière. Enfin, ça fait un peu plus archaïque dans l'apparence, on va dire, que les villes romaines avec les cirques, les jeux, tout ça. On a l'impression qu'il y a un retour en arrière dans le temps, mais en même temps qu'il y a une... comment dire ? Non, une qualité de vie qui est meilleure que sous la Rome. Mais ça, Marx et Engels l'expliquent très bien, ce sont les invasions germaniques. Ouais, avec quand la décadence romaine aboutit à l'effondrement de l'Empire romain, les digues que les dernières dynasties impériales romaines avaient maintenues pour empêcher l'invasion germanique tombent. Et donc, on a tout ce monde archaïque de la forêt profonde germanique qui se répand sur l'Europe, avec justement ce que Engels appelle la marche germanique, c'est-à-dire la marche communeuse. Et donc, l'Empire romain est mort des latifundia, c'est-à-dire d'un délire de propriété privée et de concentration qui a tué l'Empire romain. Et au moment où l'Empire romain tombe, on a un retour au communeux, on a un retour à la terre collective. Et donc, on retrouve sur des étendues gigantesques qui vont de Brest jusqu'à l'Oural, un monde avec les communeux, c'est-à-dire un monde subversif qui n'existait plus sous Rome. Parce que la communauté germanique s'étant répandue sur l'Europe tout entière, elle fait renaître la vieille terre ontologique du communeux. Est-ce que vous pouvez expliquer ça par rapport à ce que disait Hegel sur... je crois que vous m'avez envoyé un texte là, sur la conception orientale, grecque, romaine, puis germanique. Vous vous rappelez un petit peu de ce texte-là? Oui. Oui, il est intéressant d'ailleurs parce que j'ai eu une discussion à ce sujet avec un correspondant qui m'a posé la question, il m'a dit pourquoi il y avait des gladiateurs à Rome et pas en Grèce? Alors ça c'est très intéressant sur la dialectique des forces productives. Je lui ai dit, il y avait des gladiateurs à Rome et il n'y en avait pas en Grèce, de la même manière que les rues d'Athènes sont en terre battue, alors que les rues de Rome sont pavées. On est à un degré de développement historique des forces productives qui est complètement différent. Et la société romaine en complète décadence, c'est une société où le paysan soldat a disparu, c'est une société où toute une plèbe est inoccupée, parce que d'un seul coup, toute la terre, toute la rente foncière est activée par l'esclavage, il n'y a plus de paysans libres, et on voit une masse de gens pauvres qui arrivent dans les villes, et c'est la fameuse dialectique du panem et de Kirkenses, toute cette plèbe qu'il faut occuper, qu'il faut à la fois nourrir, panem, et distraire, Kirkenses. Donc, le passage du monde grec au monde romain, c'est l'expression d'un développement aliénatoire à travers l'ourps, qui est beaucoup plus avancé qu'à travers la police. Quand on parle de la cité grecque, la police, et qu'on parle de la cité romaine, l'ourps, on ne parle pas du tout de la même chose. L'ourps, la grande cité romaine, c'est un empire qui est sur la totalité du parcours méditerranéen. C'est la première grande concentration où se met en marche le tissu commercial aliénatoire. Alors, on n'est pas dans le capitalisme contemporain, on est encore à des années-lumière, mais on voit déjà ce que va être justement la grande aliénation civilisationnelle. Et pour reprendre la question que vous me posiez, c'est que Hegel voit le développement de la conscience historique à travers le temps oriental, le temps grec, le temps romain et le temps germanique. Et quand Marx et Engels vont travailler les modes de production, ils vont épouser ce parcours-là pour déterminer justement les champs historiques à temporalité fermée et les champs historiques à temporalité ouverte. Le parcours hegelien que je vous ai envoyé, qui est donc issu, c'est le fameux paragraphe 353 de la philosophie du droit. Alors, il est très important parce qu'il montre l'émergence de chacun d'entre nous en tant que sujet humain pour le sortir de soi. Le fameux paragraphe 353, c'est un passage de synthèse dialectique où Hegel explique comment notre en-soi doit sortir de lui pour devenir un pour-soi, pour produire une conscience radicale et pour sortir justement de la passivité domesticatoire. Et dans le même temps,
ce cheminement méthodologique qui s'applique à chacun d'entre nous en tant qu'individu, il l'applique au développement historique à travers les temporalités diversifiées du temps oriental, du temps grec, du temps romain et du temps germanique. Et Marx reprendra ce truc-là, mais en l'analysant bien évidemment à travers la dialectique des forces productives, parce qu'il montrera justement que toute cette subversion radicale qui a fini par produire le manifeste communiste, qui a fini par produire la Première Internationale, et tous les groupes radicaux de la conscience communiste radicale, est incompréhensible si on ne fait pas référence à ce temps germanique des grandes invasions qui, il faut bien vous imaginer qu'au moment où chute l'Empire romain, ce qu'est l'Empire romain est une gigantesque dégénérescence de rente foncière où il n'y a pas de subversion possible. On est dans un temps arrêté par la civilisation de l'argent, la reproduction de la rente foncière et ces grandes propriétés romaines où il y a effectivement des esclaves qui travaillent et où on n'a plus de paysans libres. Les invasions germaniques vont tout faire péter et la révolution féodale, c'est bien évidemment des petites entités avec un seigneur, mais c'est surtout dessous, grâce aux invasions germaniques, une terre communiste. Toute l'Europe, à travers les communeux, a mis en marche un sol communautaire qui n'appartient qu'à la communauté paysanne. Et il va falloir des siècles et des siècles de bouleversement dans la structuration de la rente foncière pour arriver à la révolution de 1789 qui va effectivement abolir les communaux. Mais de la chute de l'Empire romain à la révolution de 1789, on a effectivement un temps paysan communeux. Les paysans, ce n'est pas des paysans propriétariens comme on va l'avoir au XIXe siècle. C'est des communautés paysannes qui sont constamment en incendie critique contre le fisc, contre l'État et contre la bourgeoisie. Vous pouvez nous parler un peu des insurrections paysannes, justement, qui voulaient restaurer le royaume du Christ, parce que vous nous aviez envoyé un papier sur les pastoraux. Alors je l'ai repris dans le bouquin qui va sortir en le développant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut toujours en revenir à l'origine. Le Christ n'a pas fondé d'église. Le Christ a fondé une assemblée de combat ontologique. Il n'a fondé aucune institution pour marcher à côté de l'empereur et pour légitimer la rente foncière. Merci. Si le Christ se retrouvait aujourd'hui cité du Vatican, il serait très étonné. On lui dirait, c'est vous le fondateur de la multinationale? Il dirait, non, c'est pas moi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'Église officielle a confisqué le message évangélique pour produire cette institution étatique, il y a tout de suite eu des sédimentations subversives, et donc tout le temps médiéval est un temps double. Il y a deux christianismes tout au long du Moyen-Âge. Et il y aura d'ailleurs la même chose avec la Renaissance, quand il y aura les insurrections anabaptistes. Donc il y a toujours deux temps religieux. Il y a la religion des pouvoirs, et puis il y a l'insurrection permanente de la paysannerie, qui se réapproprie le discours du Christ en disant c'est la communauté sans argent, c'est le Christ sur terre, et on a de l'an 1000 jusqu'à la Fronde, c'est-à-dire Louis XIII, Louis XIV, des feux paysans constants de réappropriation des communaux, au nom du Christ. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a jamais entendu, à côté des synagogues ou à côté des mosquées, des appels incendiaires à l'abolition de l'argent et à l'abolition de l'État. On peut imaginer, à côté de synagogues ou à côté de mosquées dans la longue histoire, des séditions pour changer la forme du pouvoir. Mais on n'a jamais eu des séditions pour abolir le pouvoir. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le tocsin des églises... Un peu chez les chiites, quand même. Un tout petit peu. Mais c'est parce qu'il y avait un vieux foin d'Européens. Voilà, ça va pas faire plaisir aux pro-orientaux rabiques. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église
c'est le pouvoir du seigneur, c'est le pouvoir de la bourgeoisie, c'est le pouvoir des villes, mais c'est en même temps le tocsin incendiaire qui sans arrêt va ressonner. De l'an 1000 jusqu'à 1750, 1780, le tocsin sonne, les fourches se mettent en mouvement, les faux se mettent en mouvement, et la paysannerie veut se réapproprier la terre communière. Donc il y a quelque chose de subversif et de radical, et ça se fait toujours au nom du vrai Christ, contre le Christ falsifié des pouvoirs. Il mange quoi là Gaïa, Il mange un truc bizarre. qu'est-ce que tu fais? Viens là. Il y avait pas un gâteau qui traînait? Je sais pas ce que c'était. C'est de la cendre. C'est de la cendre. Ah oui, alors ça, ils le font naturellement. Ah ouais. Quand vous étiez petit et que vous aviez mal au ventre, votre maman vous donnait du charbon. Ça se faisait. Après la gueule du On était déjà trop niqués. Ouais. Ah bon? Mais si, tu sais, les charbons là, tu sais. On donne aux enfants Ouais, c'est possible, j'ai entendu parler. On donne aux enfants des charbons et naturellement, le chien, de temps en temps, va à la cheminée. Des fois, quand il y a des tentatives de suicide dans les hôpitaux psychiatriques, on donne du charbon pour laver l'estomac. Ah bon? et tout. Oui, je Viens là, Gaïa. ça. Alors par contre, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des kibbutz israéliens? Parce que en fait, du coup, on va dire, peut-être en rattachant cette question-là à la fondation d'Israël historiquement. Il y a un livre qui n'est pas inintéressant, qui est écrit par Ilan Halevi, qui s'appelle La question juive. La question juive, ça a été le nom de plein de trucs. Ouais, et Ilan Halevi était en relation avec l'OLP. C'était donc, entre guillemets, un juif, mais qui comprenait qu'il y avait un vrai problème palestinien. Et dans La question juive, il explique bien la dynamique des kibbutz. C'est-à-dire que le judaïsme a eu besoin, dans sa forme sioniste, dans un premier temps, de retrouver un certain rapport à la terre, d'une part pour fixer les populations, parce qu'il fallait s'approprier une terre, et que la seule manière de se l'approprier, cette terre, c'était de la cultiver. Donc il y a eu ce fantasme du paysan juif, et Ilan Halevi explique très bien le truc, sauf que ce truc-là, c'est dissous avec le temps, puisque maintenant les kibbutz, ils ont une main-d'œuvre. Parce que c'est même des entreprises comme les dans le autres. fonctionnement même du kibbutz, une fois on m'a sorti que c'était un truc anticapitaliste. Mais non, ça n'a rien d'anticapitaliste. C'était la vitrine. C'est tout au plus un proudhonisme nationaliste. Il n'y a rien de radical là-dedans. Mais après, ça avait rien de religieux finalement au départ, non? Si, Après, il y a eu des kibbutz religieux, mais qui s'appelaient des moshav. C'était autre chose. Vous pourriez nous parler un peu, alors ça n'a rien à voir, mais de Louis XVI. C'était pas sur l'émission d'Emmanuel Ratier où il disait que vous aimiez beaucoup Louis XVI. Alors, Louis XVI était un grand bonhomme. Alors, pas simplement un grand bonhomme physiquement parce qu'il faisait 1m93, Ah ouais? mais on a vraiment l'impression, quand on lit l'histoire, que c'était un pauvre type. Louis XVI est un des plus grands rois de France qu'on ait eu en matière de vision stratégique, en matière d'analyse et de culture. J'ai découvert C'est pour ça qu'on l'a décapité d'ailleurs. J'ai découvert un jour un couple qui s'appelait les Deux Coursac et qui se sont dit on va arrêter de lire les mémorialistes de l'époque, on va aller travailler aux archives. Et ils ont découvert un Louis XVI qui n'a rien à voir avec le fameux Louis XVI. Par exemple, mais il était très aimé par son peuple, hein, d'après Marion Sigaud. Oui, vous avez toute une série de légendes qui ont couru sur lui, par exemple le fameux petit carnet du 14 juillet, où on met sur Louis XVI avait un petit carnet, le 14 juillet, il n'a mis rien. Or, Louis XVI était un très grand chasseur, il chassait même le loup à l'épieu. C'est quoi L'épieu avec une barre de fer, il descendait de cheval et il se battait avec l'animal. C'était un très grand chasseur. Et le jour du 14 juillet, il n'y a rien eu à la chasse. Donc il avait un petit carnet de chasse, et donc le 14 juillet, il a mis sur son carnet de chasse... Mais qui a écrit ce bouquin-là sur Louis XVI? Alors il y en a plein. C'est Paul et Marie de Coursac. Mais il y a 10 bouquins. Il y a la vie sexuelle de Louis XVI, il y a la vie éducative de Louis XVI, la diplomatie de Louis XVI... ils ont vraiment écumé les archives. Et on se rend compte que ce type-là était effectivement un homme de grande vision historique,
Et alors vous avez toute une série de gens qui disent mais bon, il n'a rien fait. Alors justement, il avait une très grande conscience historique de l'événement et puis de la profondeur des choses, et il a vu que la révolution de 1789, c'était pas un truc qui arrivait comme ça, mais que c'était dans toute la matrice des profondeurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un régiment où il n'y avait pas une loge maçonnique. Oui. Il y avait des loges maçonniques à Versailles, même ses frères avaient été initiés. C'est-à-dire qu'il a hérité d'un appareil d'État qui était devenu totalement incontrôlable. Ouais. Totalement incontrôlable. Donc, vous avez des gens qui vous disent, mais enfin, le 14 juillet, il aurait pu faire sonner l'armée, etc. Non, il avait une claire conscience radicale des choses et il savait que plus rien ne fonctionnait. Donc, la seule chose qu'il a eue, c'est le souhait de faire couler le moins de sang possible. Donc, il a constamment reculé les événements graves. Il a d'ailleurs consulté son même peuple, etc. C'est pas comme... Enfin, il n'a pas rien fait, quoi, après... quand, en fait, j'allais enchaîner sur autre chose, mais quand il était prêt à mourir, en fait, même il le dit dans son dernier discours, tout mon but a été que mon meurtre ne fasse pas trop recouler de sang sur le peuple français, où il y a une formule assez protectrice, justement, liée dans une vision sacrificielle, un peu, et pas jouissive du pouvoir autoritaire sur les gens, quoi. La vision historique qu'on a de Louis XVI par l'éducation nationale, c'est que c'est un pauvre type, quoi. Enfin, c'est un petit roi de rien du tout. Alors que peut-être Louis XIV, on le voit comme le Ouais, roi c'est ça. magnifique. Vous dites que c'était un génie stratégique? Ah bah, il a mis en marche, je veux dire, c'était un très grand géographe. C'est lui qui a planifié tout le voyage de Bougainville. Ah ouais? C'est lui qui a recréé la marine française. Et alors, c'est lui qui a gagné la guerre d'Amérique. Il faut se rappeler qu'à la bataille de Yorktown, il y a plus de soldats français que de soldats américains. D'accord. Il était proche de lui, Et là? d'ailleurs, Ou pas, non? il y a un historien américain qui nous rend hommage, donc faut le noter, c'est assez rare pour être noté quand même, et que c'est grâce justement aux troupes de Louis XVI que l'Amérique est américaine, parce que sinon ce serait toujours une colonie britannique, quoi, en fait. Bah, c'est avec Lafayette, finalement. Non, mais si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est le déterminisme des lois qui font que les forces productives de l'histoire avancent. C'est-à-dire que sous le règne de Louis XV et au début du règne de Louis XVI, la révolution est déjà en marche comme dialectique des forces productives de ce qui va produire la révolution. Et Louis XVI comprend très bien que, parce qu'il a une vision objective, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est-à-dire que le truc est déjà en mouvement. Et il n'aura de soutien de personne. De personne. Il est tout seul face à l'événement. Personne à côté ne peut l'aider. Mais Marion Sigaud, je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous l'avez lu, moi j'ai un peu lu, un peu regardé aussi. Elle dit que son peuple l'aimait beaucoup, que finalement les gens ont rempli les cahiers des doléances, mais ils n'ont jamais à remettre en cause l'idée d'abolir la monarchie, et que c'est finalement... Bien sûr. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dynamique qui va produire la révolution de 1789 est d'abord et avant tout une dynamique antichrétienne. C'est une dynamique antichrétienne parce que la dictature de la valeur d'échange, la dictature du capital en mouvement, fait en 1789 ce qu'elle a fait un siècle plus tôt en Angleterre. Là, il y a un rapport entre la catholicité et la rente foncière qui pose problème au développement de la valeur d'échange. Ouais. La catholicité exprime un mouvement de l'argent archaïque qui est encore contenu dans des formes qui ne sont pas adéquates au développement du capital dans sa forme moderne. Donc, toute la logique antichrétienne, toute la logique maçonnique, toute la logique qui va faire émerger après, à travers la Révolution, à travers les clubs girondins, à travers les clubs montagnards, la volonté de liquider le roi, c'est de liquider l'intercesseur avec quelque chose de supérieur à la rente commerciale en mouvement. Donc, à partir du moment où Louis XVI ne plie pas sur la constitution civile du clergé, à partir du moment où Louis XVI refuse
toute cette mise en mouvement et qu'il est, entre guillemets, épaulé par personne, il est condamné à mort. Donc Louis XVI est condamné à mort. Turgot nous conseille de libéraliser le prix du pain, il dit non, je laisse le prix du pain fixe. Et là, justement, on voit vraiment qu'il est en opposition avec la valeur d'échange et avec les principes du capitalisme. Enfin, c'est ce que j'avais compris. Enfin, tout ce qui tourne autour des physiocrates, tout ce qui tourne autour de Turgot, c'est effectivement la fin des statismes, des corporations, des rigidités protectrices de l'Ancien Régime. Et le développement de la modernité qui va produire justement l'expression adéquate de ce qui produira la mise en mouvement de la marchandise doit casser tous ces trucs-là. Et on aura une synthèse allégorique très forte avec la loi Le Chapelier. Ouais. La loi Le Chapelier... C'est la confirmation de Voltaire. La loi Le Chapelier, c'était la loi des corporations. Alors c'était réactionnaire, ça n'avait rien de subversif et d'humain, mais c'était des tissus de protection pour qu'effectivement les métiers soient protégés, qu'il y ait un salaire minimum, qu'il y ait un certain nombre de choses qui protègent. Mais même que le La loi travail soit bien Chapelier, en fait, c'est un peu la loi El Khomri. Voilà, c'est ça. Ça réunit les corporations, mais même le travail bien fait. Il y avait un contrôle, etc., qui montrait que le travail était bien fait, qu'on pouvait se fier à un artisan. On n'avait pas besoin d'avoir une renommée, on sait qu'il appartient à la corporation. Tu vois, moi, des maçons, on sait qu'il va bien faire son boulot. Et finalement, oui, c'est mettre les gens en concurrence et les réduire. Vraiment, ouais, leur briser leur métier, leur métier. On n'a plus de métier, on est des machines, quoi. Ouais. Tu sais, moi, ça m'emmerde. Ça me révolte. Oui, mais il faut comprendre que tout ça est logique et nécessaire. Mais non, si, il y a une marge de l'histoire, il y a une loi. Non, mais je comprends, et pourtant, j'ai envie de comprendre et j'y arrive pas. Je me dis, mais comment on peut autant vouloir de mal à l'homme, quoi? Mais c'est pas qu'on voulait du mal. C'est une matrice historique impersonnelle, c'est le développement de l'argent. C'est pas des méchants qui volent. Alors il peut y avoir des méchants, il peut y avoir des salauds, mais c'est une loi objective de fonctionnement. Quelle est la place de l'inconscient dans tout ça, dans l'être générique? Change de sujet. Alors on a dans la communauté dans la communauté humaine, il n'y a pas d'inconscient. Il y a des phases profondes, mais il n'y a pas d'inconscient au sens où l'homme n'est dépossédé de rien de son parcours existentiel. L'inconscient en tant que refoulement est le résultat de l'aliénation. Dans une communauté de jouissance où les êtres sont en transparence, il n'y a rien à refouler. Parce que tout émerge, tout surgit en relation de dialogue à la fois avec la nature et avec les autres. Et il n'y a aucun moment un point d'achoppement traumatique qui ferait tellement blessure qu'on serait obligé d'aller se cacher en plus on marche dans l'aliénation, plus il y a du refoulé, plus il y a du caché, plus il y a du voilé, plus il y a du rentrer en profondeur, douleur. Mais dans la communauté, il n'y a pas ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des blessures et qu'il n'y a pas des oublis, mais ça ne devient jamais un inconscient au sens où ce serait quelque chose qui serait terriblement caché parce que terriblement inassimilable. Et comment l'inconscient, si on suit le raisonnement que vous venez d'indiquer, c'est un peu la doctrine de l'inconscient qui émerge avec toutes les sciences psychiatriques, psychanalytiques et tout. C'est un peu la sublimation de ce refoulement dans l'aliénation générale. Donc, c'est-à-dire, on dit aux gens, excitez-vous sur votre aliénation, enfin, essayez de la creuser mais de manière individuelle et séparée, plutôt qu'essayer de la comprendre en universalité de renversement, d'opposition, quoi. L'inconscient, c'est cette enclosure dans laquelle on veut nous enfermer dans des scénarios familiaux non maîtrisés pour ne pas comprendre que notre histoire est d'abord le résultat d'une histoire universelle. Et la fliquiatrie de l'inconscient à travers la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie sont précisément nées entre le XVIIe et le XIXe siècle, quand il a fallu parquer les douleurs des êtres dans des enclos individuels
totalement en rupture d'universalité subversive. Donc on a enfermé chacun dans ses blessures, dans le scénario familial, pour que surtout il n'y ait pas la saisie de l'universalité derrière. Et je sais pas si vous l'avez vu ce film, mais je vous le conseille, français, c'est Stone Art Elysium. Asylum. Et en fait, c'est un film sur un hôpital psychiatrique en Angleterre au 19e siècle. Et en fait, ça montre implicitement tout le faux de la psychiatrie. C'est-à-dire que les gens qu'enferment les fous sont plus fous que les fous. Mais c'est récent ce film-là. C'est assez récent. Et il est assez récent et il est vraiment très très bien, quoi. Même si ça débouche pas bien évidemment sur une radicalité des profondeurs. Mais quand même, il y a assez de clés pour comprendre que... Et ça s'appelle, vous m'avez dit alors Stone Art Asylum. C'est je parle pas à l'allusion. Mais alors, je vais faire une question toute simple. En fait, vous écoutez quoi comme musique et vous regardez quoi comme film? Alors comme musique, je suis très souvent dans Bach, parce que j'ai jamais fini avec Bach, les concertos brandebourgeois, les passions, les cantates. Alors les cantates, Bach, je ne sais pas si vous connaissez les cantates, c'est prodigieux. Bach, c'est pas de la musique, c'est du sacral. C'est quelque chose qui est prodigieux, je suis sûr. C'est pas de l'art, mais c'est de la musique quand même. Oui, mais Bach est un des rares compositeurs qui dépasse sa névrose musicale. Comment vous le sentez, ça? Ah bah je le sens dans la tripe. D'abord, je trouve aussi. Non mais ça, c'est son avis. Quand il composait, il pleurait. Non, mais moi, il ne pleurait pas par hasard. Non mais c'est vrai. Hein. Quand vous écoutez une cantate, c'est sublime. Hein. Moi j'aime. Et donc Bach, moi j'aime tout. Moi j'adore le baroque, j'adore Beethoven, j'adore même le romantisme. Non mais là, vous êtes dans la musique classique. Mais est-ce que vous écoutez autre chose aussi? Non. C'est une musique classique. Moi je suis toujours... En fait, vous prenez vraiment au mot l'art et mort après. Ah bah oui. Mais du coup, vous êtes comme moi qui ne veut pas regarder la télé, vous ne voulez pas écouter un nouveau style de musique. C'est que la musique est morte. C'est-à-dire qu'en fait, tout le reste, ça vous émeut pas en particulier? Je pense que quand on est rentré dans Bach, on ne peut plus être ému par... Mais ceci dit, je me documente. Hein. Quand Michel Delpech est mort, je me suis documenté. mais Michel Delpech n'est pas idiot. Hein. Ça correspond à un temps... J'ai découvert une chanson d'ailleurs de Michel Delpech que je ne connaissais pas et qui est assez curieuse. Ça s'appelle Le lundi, où je suis parti un lundi. C'est un type qui va acheter des cigarettes un lundi et il ne rentre pas chez lui. Ouais. Vous la connaissez? Et moi, c'est un de mes correspondants qui me l'a fait découvrir. Il travaille dans la banque, c'est ça? Enfin, il a un boulot nul dans la banque et tout. Et puis à un moment donné, il pige que sa vie est débile. Et alors il dit, je suis parti chercher des cigarettes, mais il n'est jamais revenu. Donc on ne l'a jamais retrouvé. Il a compris que ce monde était pourri. Alors c'est très marrant de Michel Delpech, ce truc-là. Je connais pas du tout. Non, j'aime bien Brassens. Ouais, Brassens, c'est sympa. J'aime bien Brassens. Mais il est subversif pour vous, Brassens? Ah oui. Oh, mince. Mais, en quel sens? Il est subversif parce qu'il est sans prétention. Et il va au fond du cœur. Ouais, il parle de l'humanité. Il parle de l'humanité vraie. C'est-à-dire c'est pas grandiloquent. C'est quelque chose de riche parce que c'est... Quand il parle des femmes, c'est super. Enfin, je trouve que c'est vraiment un rapport... Toi, t'as écouté les casseuses, toi.